Notions sur les modèles de GRH selon Pichot et Nizet. Durant cette vidéo explicative, nous allons aborder 4 sujets, à savoir présentation personnelle et du sujet traité, introduction, modèle de Mitzberg, modèle de Pichot et Nizet. Je suis Daphné Nzebangoy, étudiante en 2e année de licence en économie à l'Université protestante du Congo. Dans le cadre du cours de gestion de ressources humaines, il nous a été demandé de faire une vidéo explicative concernant les modèles de GRH selon Pichot et Nizet, afin de faciliter la compréhension de cette notion à tout un chacun. Bon visionnage. Introduction. Définition et importance d'un modèle de GRH. Les modèles de GRH de ces auteurs reposent sur une représentation contingente de la GRH. La contingence est une théorie de l'administration qui affirme que chaque organisation fonctionne de manière unique et que le succès de l'application des techniques administratives dépendra des situations de l'environnement interne et externe de chacun. Elle s'oppose à la théorie classique qui considérait que les organisations fonctionnaient de manière rationnelle et que la gestion pouvait être standardisée. La théorie de la contingence insiste sur l'hypothèse de base que les organisations dont les structures internes répondent au mieux à la demande de l'environnement parviendront à une meilleure adaptation et donc à une meilleure efficacité. D'où l'importance d'analyser et de comprendre l'organisation dans laquelle nous nous situons afin de permettre aux gestionnaires d'orienter ses actions de façon plus efficace par rapport aux spécificités de son entreprise. Bien que cette vidéo explicative soit premièrement basée sur le modèle de GRH selon Pichot et Nizet, nous allons premièrement expliquer le modèle de Mitzberg car ces deux auteurs se sont inspirés de ce dernier afin d'émettre une critique sur la configuration structurelle d'une organisation. Composantes de l'organisation. Selon l'auteur, une organisation est constituée de 5 composantes, à savoir le centre opérationnel, constitué d'opérateurs qui effectuent le travail de base de production de biens et services. Le sommet hiérarchique, composé des hauts dirigeants qui définissent les grandes orientations de l'organisation. La ligne hiérarchique, c'est la courroie de transmission entre le centre opérationnel et le sommet hiérarchique. Le support logistique, c'est l'ensemble des services qui assurent des fonctions qui ne concourent pas directement à la production, mais aident les autres. La technostructure, constituée des fonctions et analystes qui ont la charge de la standardisation du travail. La division du travail signifie que lors de l'accomplissement d'une tâche, plusieurs travailleurs vont être mobilisés. Pour cela, la tâche sera divisée en sous-tâches afin de rendre le travail plus rapide et efficace. Dans la division du travail, nous parlons, d'une part, de division horizontale et d'autre part, de division verticale. La division horizontale est caractérisée par le nombre de tâches que l'opérateur doit effectuer dans son travail. La division verticale, elle, est caractérisée par la séparation qu'il existe entre la conception du travail et son exécution. On parle d'une division verticale forte lorsqu'il s'agit de purs exécutants. Passons à présent à la coordination du travail. Pour que le travail soit réellement efficace, il faudra une coordination entre les travailleurs qui effectuent les sous-tâches pour rendre l'entreprise la plus efficace possible dans son fonctionnement. La coordination est essentielle car elle permet de ne pas exécuter une tâche tant qu'une autre n'a pas été réalisée. Dans la coordination du travail, il existe 6 modes de coordination, à savoir la supervision directe. La coordination du travail des opérateurs est assurée par un supérieur hiérarchique qui les dirige. Ajustement mutuel. C'est un mode de coordination d'opérateurs peu nombreux qui ajustent leur activité par contact direct. Standardisation par procédé. La coordination est réalisée par l'intermédiaire de procédures définies préalablement. Standardisation des résultats. Le mode de coordination est réalisé en fonction de la réalisation de résultats précis. Standardisation des normes. Ce sont les normes qui dictent le travail et permettent à chacun de travailler à partir d'un ensemble commun de valeurs ou de croyances. Standardisation des qualifications. La coordination est réalisée par le biais de la formation spécifique et des qualifications requises pour effectuer le travail. Passons enfin à la configuration structurelle. Il existe 5 types de configuration structurelle, à savoir la structure simple, la bureaucratie mécaniste,
la bureaucratie professionnelle, la structure divisionnelle ainsi que l'adhocratie. Concernant la structure simple, comme le dit son nom, c'est une structure simple à implanter. Elle est souvent optée par les PME, petites et moyennes entreprises. Elle est fondée sur une supervision directe et la partie clé de l'organisation est le sommet hiérarchique. Dans ce type de structure, il existe une centralisation complète, c'est-à-dire que toute l'autorité est située au niveau du sommet hiérarchique, ce qui entraîne que tous les organes de l'entreprise dépendent d'elle. Passons ensuite à la seconde configuration qui est la bureaucratie mécaniste. Cette configuration structurelle est souvent optée par les entreprises de services, telles que la restauration rapide, les centres d'appel ou encore les usines de production. Ces entreprises ont de nombreux procédés répétitifs. C'est pourquoi la technostructure y joue un rôle déterminant afin de définir les procédés de travail. Et c'est pourquoi le mode de coordination principal dans cette structure est la standardisation du travail. Il y règne une certaine décentralisation horizontale limitée des décisions. Et cette structure est simple et stable à adopter dans ces entreprises. La troisième configuration structurelle est la bureaucratie professionnelle. Cette configuration est souvent optée par les hôpitaux, cabinets d'avocats ou encore les universités. Le professionnalisme des opérateurs est un outil clé pour l'organisation. C'est pourquoi l'organe le plus important est le centre opérationnel. Le mode de coordination principal est la standardisation des qualifications. Et il existe une décentralisation horizontale et verticale dans ce type de configuration. La quatrième configuration structurelle est la structure divisionnelle, souvent optée par les groupes diversifiés tels que Danone, L'Oréal et autres. La décentralisation dans ce type d'organisation est la règle. C'est pourquoi la ligne hiérarchique y joue un rôle déterminant pour piloter les différentes divisions de l'organisation. Et le mode de coordination principal est la standardisation des productions. Et pour finir, nous avons l'adhocratie. Cette configuration structurelle est souvent optée par les cabinets de consultants dû au fait que leurs activités est caractérisée par la non-récurrence et à une certaine instabilité commerciale. Étant donné que leurs activités ne sont absolument pas routinières, le rôle dominant dans ce type d'organisation est le support logistique. Le support logistique facilite les interactions entre les différents organes afin que chaque activité soit faite avec efficacité. Et le mode de coordination principal est l'ajustement mutuel avec une décentralisation sélective. Modèle de GRH selon Pichot et Nizet. Comme précédemment mentionné, ces deux chercheurs ont émis une amélioration concernant la configuration structurelle de Mitzberg en proposant des modèles de GRH qui se réfèrent aux configurations structurelles. Et dans ce tableau de synthèse que nous allons voir dans quelques minutes, en fonction du modèle adopté par l'entreprise, le mode d'exécution de certaines tâches récurrentes dans une organisation diffère. Et nous allons les examiner cas par cas. Selon Pichot et Nizet, il existe 5 modèles de GRH tirés de la configuration structurelle de Mitzberg, à savoir le modèle arbitraire, le modèle objectivant, le modèle individualisant, le modèle conventionnel ou parfois appelé collégial, le modèle valoriel. Nous allons commencer par le modèle arbitraire. Dans ce modèle, les décisions liées à la ressource humaine sont prises de manière intuitive par le sommet hiérarchique de l'organisation. Il n'y a pas de formalisation des pratiques liées à la ressource humaine et les critères de promotion peuvent être arbitraires. En gros, en termes de gestion de la composante humaine, les critères sont inexistants. Comme vous l'aurez compris, ce modèle correspond à la structure simple selon Mitzberg, souvent adoptée par les PME, petites et moyennes entreprises. Passons ensuite au modèle objectivant. Ce modèle correspond au type de configuration bureaucratique.
Ce modèle repose sur des règles impersonnelles et objectives pour la prise de décision en termes de ressources humaines. La structure organisationnelle est basée sur le légalisme et la logique des planifications. Les pratiques de ressources humaines sont standardisées avec des règles précises concernant les promotions et les qualifications requises. Troisièmement, le modèle individualisant. Ce modèle est caractérisé par des trajectoires de carrière individualisées où chaque individu négocie sa carrière en fonction de ses besoins et de ses envies. Chaque personne est traitée de manière unique et différente par des accords interpersonnels entre supérieurs et collaborateurs. Comme vous l'aurez compris, ce modèle correspond au type de configuration adhocratique. Quatrième modèle, le modèle conventionnaliste, conventionnel ou encore collégial. Dans ce modèle, les décisions liées à la ressource humaine sont prises de manière collégiale, c'est-à-dire à la suite de discussions, réunions ou consensus entre les pairs. Le recrutement accorde de l'importance à la validation des autres professionnels et les carrières sont longues et les formations sont assurées par d'autres pairs. Et pour finir, le modèle valoriel. Ce modèle est déterminé par l'identification des membres de l'organisation à ses valeurs et à sa mission. L'adhésion aux valeurs de l'organisation guide les pratiques de ressources humaines, ainsi que les prises de décision doivent se conformer aux valeurs prônées par l'organisation. Ceci n'était qu'un bref résumé de chaque modèle de ressources humaines. Pour avoir plus de précisions concernant des décisions de ressources humaines, vous pouvez consulter ce tableau de synthèse, il y a plus de détails. Et c'est ainsi que cette vidéo se termine. J'espère vous avoir facilité la compréhension de cette notion de modèle de GRH. Merci de l'avoir visionné.